C'est un lieu qui évoque immédiatement dans les esprits le tombeau de Napoléon. Et cependant, du haut de ces murs, 3 siècles nous contemplent, puisque Louis XIV lui-même en commanda la réalisation. C'est ainsi que depuis les guerres du roi Soleil, cet édifice fameux a conservé ses traditions, sa vocation, et jusqu'à son nom, à peine tronqué à la Révolution de l'adjectif royal. Mais qui sont donc les pensionnaires de l'Hôtel des Invalides ? Dans la mesure où il va recevoir une clientèle tout à fait particulière qui a été victime d'un accident au service de l'État ou qui a été une victime de la guerre ou de victime d'un acte de terrorisme. Donc c'est une population qui va avoir une réparation de l'État. Cette réparation a été voulue par les plus hautes autorités de l'État, que ce soit les rois, les empereurs ou les présidents de la République. Hôpital, l'Hôtel des Invalides est aussi un lieu où l'on rend hommage aux militaires disparus, comme ici Jacques Chaban-Delmas, héros de la Résistance, décédé le 10 novembre 2000. Si l'Hôtel des Invalides est aujourd'hui un lieu de souvenirs et de soins, ce n'est pas fortuit. La fonction hospitalière a été voulue à l'origine de sa conception. Après Versailles, c'est le plus gros chantier de Louis XIV. Loin des fastes et de la démesure de la résidence royale, sa renommée est plus discrète. Pourtant, le monarque semblait particulièrement fier de cet édifice. Le projet des Invalides, au fond, c'est la solution d'un problème qui est très ancien. Les prédécesseurs de Louis XIV se sont tous trouvés confrontés avec un problème délicat, de responsabilité presque de l'État vis-à-vis des anciens soldats, des anciens officiers, estropiés, qui étaient dans la rue. Ils étaient hébergés d'une façon plus ou moins réussie par des fondations religieuses. Tout ça, c'était pas très satisfaisant. Et pour la paix publique, c'était pas satisfaisant non plus, parce que c'était des pauvres gens. Et évidemment, il y avait un petit peu de tapage. Louis XIV s'intéresse au sort de ces malheureux soldats et ordonne que les constructions se fassent en un minimum de temps. Le tout est achevé en moins de 4 ans et peut accueillir 3000 pensionnaires. Aujourd'hui, comme au temps du roi Soleil, les Invalides demeurent un refuge pour les soldats blessés. C'est notre maison, c'est quelque chose de particulier. Ah, les hôpitaux, c'est pas mal. Mais je ne me vois pas aller dans un hôpital de la fonction publique. Parce que, non, ça c'est ma maison. C'est quelque chose de très particulier, les Invalides. Est-ce la maison depuis des siècles? J'en sais rien. Mais elle est restée peut-être un peu bidasse, si on veut. Mais je sais que c'est ma maison. C'est là, quand j'étais en bas de l'échelle, qui m'a permis de m'en sortir. Tout ça, c'est très bien conçu. Du point de vue de l'hygiène, tout est parfaitement ventilé. Tous les corridors qui distribuent ces chambrées sont ventilés à 2 extrémités. Donc c'était un excellent exemple d'architecture fonctionnelle, j'allais dire architecture presque hygiéniste. Hôpital, mais aussi caserne, les Invalides connaissent une discipline très stricte. Louvois, le ministre de la Guerre, souhaite en finir avec l'image remuante et menaçante du soudard. Même handicapés, les anciens soldats sont en uniforme, poursuivent leur entraînement militaire et doivent travailler. Ici, on va voir un autre aspect des Invalides, le fait que les gens ont très tôt voulu y laisser leur marque de manière différente. Et vous voyez ici, de manière pas très spectaculaire, mais très significative, un dessin de chaussures qui a été authentifié par les légendes des conservateurs, comme fin 17e, début 18e, et qui correspond à l'époque où Louvois avait voulu que les Invalides travaillent. C'est-à-dire que quand ils ne
faisait pas des défilés militaires, quand il ne priait pas, quand il n'était pas malade, eh bien il fallait les occuper. Le XVIIe siècle est l'époque où on cesse de considérer que l'oisiveté mène au paradis. Il faut travailler. Eh bien il travaillait, il avait des travaux très divers, il y en avait qui faisaient de la calligraphie, il y a un très bel antiphonaire, un recueil de chants religieux très bien calligraphié. Il y avait aussi des tâches plus modestes comme du travail du cuir, et il y avait la confection de ses chaussures. C'est un antiphonaire qui est d'une fraîcheur exceptionnelle et il a effectivement été l'objet d'enluminures dans les ateliers même de l'hôtel, réalisés par les pensionnaires avec très vraisemblablement l'encadrement de professionnels de l'enluminure. Tous n'y avaient probablement pas accès, ça avait presque un caractère initiatique du reste. Mais il est certain que la population qui vivait aux Invalides était transformée par cette activité. Je pense que l'antiphonaire a plus d'un titre et pour cela très important et un des témoignages les plus beaux. Lorsqu'on se réfère à une phrase qui est très jolie de Louis XIV et qui est extraite de son testament, il dit quelque chose, je crois, comme parmi les établissements que nous avons créés, il n'en est point qui soit plus utile à l'État que celui de l'Hôtel Royal des Invalides. Et cette phrase est significative, utile à l'État. L'État, c'est le royaume. Et tout dans le royaume est empreint de religiosité. À l'Hôtel Royal des Invalides, la discipline militaire se double d'une discipline spirituelle. L'écrit des chants de bataille laisse place au recueillement et à la prière. La vision de l'homme était sans doute beaucoup plus unitaire que nous ne l'avons maintenant. Et il aurait paru impossible de construire une telle maison, une telle institution, sans qu'elle soit axée, c'est le cas de le dire, sur le lieu de culte, sur l'église. Lorsqu'on arrive de la façade nord, on arrive dans l'église. On laisse de part et d'autre les grands ensembles et on arrive dans l'église. Et depuis 3 siècles, c'est quand même le cœur de cet ensemble. Et pas simplement un cœur architectural, pas simplement de la pierre, mais depuis 3 siècles, c'est quand même un lieu de prière. Et une prière de gens et de gens qui souffrent pour une bonne part. Et je crois que c'est ce qui imprègne ces pierres. Lieu de prière, c'est ainsi qu'on rend hommage aux combattants disparus. L'Hôtel des Invalides acquiert au cours des temps une nouvelle fonction. Il devient nécropole, mausolée. Le dôme en est le centre. Depuis son origine, il apparaît comme la marque de tous les pouvoirs successifs. D'abord celui du roi. Le monarque absolu a voulu une église construite dans le prolongement de celle des soldats, mais réservée à sa seule personne. Sous la coupole, tout est fait à l'époque pour frapper les esprits. Une fresque consacre l'union des pouvoirs spirituels et temporels. Nous sommes au XVIIe siècle, au siècle de Louis XIV. Le roi est un monarque de droit divin. Sa légitimité, il ne la tient pas de ses sujets, il la tient d'en haut et il la tient de Dieu. Et Saint Louis, qui remet ses armes à Jésus-Christ, établit ce lien entre la royauté terrestre et la royauté spirituelle du Christ. C'est précisément ces symboles de l'origine divine de la monarchie qui déchaînent la fureur des révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle. L'Hôtel des Invalides est débarrassé de ses emblèmes royaux, mais le dôme demeure un lieu de culte. Il devient temple de Mars où l'on entrepose les trophées pris à l'ennemi. Malmené par la Révolution, l'Hôtel des Invalides retrouve son prestige avec Bonaparte. L'hôpital est doté de nouveaux crédits et c'est au premier consul qu'on doit l'idée de transformer le dôme pour qu'il accueille désormais les dépouilles des grands chefs militaires. Mais après la période impériale, c'est Napoléon lui-même qui va devenir l'hôte le plus prestigieux des Invalides.
Aujourd'hui encore, tous les 5 mai, date anniversaire de la mort de Napoléon, c'est ici qu'officiellement la République française et son armée rendent hommage à l'empereur. Ce culte remonte à 1840, quand Louis-Philippe organise le retour de la dépouille de Napoléon de Sainte-Hélène et récupère à son profit la légende napoléonienne. Cette cérémonie donne lieu à des manifestations populaires extraordinaires. Chateaubriand pouvait déclarer « Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède ». La crypte où repose le tombeau de Napoléon a été commandée par le roi citoyen Louis-Philippe. Ces bas-reliefs constituent un véritable programme politique dans la pierre. Au fond, c'est une exaltation de Napoléon comme stabilisateur de la société. Et vous allez voir, il y a sur ce bas-relief une véritable scénographie, je dirais, de l'ancienne France et de la nouvelle. Et on voit comment la légende napoléonienne présente Napoléon comme la synthèse idéale entre l'ancienne société et la nouvelle. On a complètement changé de monde par rapport à l'époque où, au temps de Louis XIV, au-dessus, dans le dôme et vers les coupoles, on avait le droit qui vient d'en haut et qui vient de Dieu. Aucune référence à la religion, ici c'est la raison. La République elle-même, après 1870, va récupérer ce lieu pour y célébrer ses propres héros militaires. Elle crée ainsi un nouveau panthéon. Le dôme est un endroit tellement prestigieux que tous les régimes vont être soucieux, d'une manière ou d'une autre, et quand ils en ont le temps, parce que certains n'ont pas duré assez longtemps, pour essayer de mettre leur empreinte aux invalides, et notamment dans le dôme, et d'en retirer une sorte d'un surcroît de légitimité. C'est une sorte de miroir de l'État, et ça dit « dis-moi que je suis légitime ». La fonction commémorative est aujourd'hui l'aspect le plus connu des invalides, comme si cette dimension, apparue plus tardivement, avait occulté la fonction hospitalière. Pourtant, l'Institution nationale des invalides demeure l'un des meilleurs centres où l'on soigne et rééduque civils et militaires victimes de graves accidents.